Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale sur les modules aujourd'hui. On va donc tout simplement essayer de découvrir ce qu'est un module. On va évidemment chercher et importer des nouveaux modules, apprendre à les utiliser et on va aussi coder notre propre module. Et à la fin de ce cours, comme d'habitude, vous aurez le droit de faire votre propre exercice, comme à chaque fois avec la correction dans une vidéo à suivre évidemment. Alors les modules, jusqu'ici je vous en ai parlé vaguement, mais on les a jamais utilisés. Et il y a une raison très simple, c'est que je ne voulais pas ouvrir la boîte de Pandore. En effet, c'est vrai que jusqu'à présent, eh bien, comme je le dis souvent, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et jusqu'à présent, eh bien, en fait, vous aviez la possibilité d'apprendre à créer du code. Mais là, vous allez utiliser du code d'autres qui fonctionnent déjà, mais le truc, c'est que si vous ne savez pas correctement l'utiliser, vous allez voir peut-être 10-15% des capacités de l'outil que vous allez télécharger. Heureusement, grâce à la formation que vous avez suivie ici, en accéléré, j'admets, je suis passé très très vite, mais dans le principe, vous avez compris comment fonctionne Python ou Python, et bien sûr, vous avez aussi les bases maintenant pour faire des variables, pour les utiliser, les transformer, les décrire, etc. Vous avez aussi tout ce qu'il faut concernant les différents moyens de... Voilà, on a vu les tuples, on a vu les listes, on a vu aussi les fonctions, on a vu les classes, on a vu les constructeurs, on a vu les boucles, on a vu vraiment beaucoup de choses. Vous avez eu des exercices à chaque fois avec une correction complète également, réexpliquant toutes les choses. Donc normalement, vous êtes à même maintenant d'enfin pouvoir utiliser ce genre de choses. Alors, on va commencer par tout simplement expliquer ce que sont ces fameux modules. Alors, il faut savoir que en gros, ce sont des bouts de code qui contiennent déjà des fonctions. Alors, pas des fonctions que vous allez créer, mais des fonctions que vous allez utiliser. D'accord? Ça va vous permettre de gagner du temps. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais par exemple, quand vous voulez imprimer quelque chose, c'est pas vous qui avez créé le logiciel d'impression. D'accord? C'est vous qui allez l'actionner en lui disant, tiens, elle est sur tel réseau, ou bien, tiens, va m'imprimer telle feuille. D'accord? Mais techniquement, le programme, c'est pas vous qui l'avez fait. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous donner des fonctionnalités supplémentaires en fonction de vos besoins et vous allez l'importer dans votre programme. D'accord? Souvent, ça nous sert à gagner du temps parce que c'est vrai qu'en informatique, comme dans le reste d'ailleurs, si quelqu'un a déjà fait quelque chose, ça ne sert à rien d'aller le faire. Par exemple, si on est en pleine période du jardin en ce moment, si jamais quelqu'un a déjà retourné la terre, vous n'allez pas lui dire, attends, je vais chercher le motoculteur, je vais retourner la terre à nouveau. Non, si c'est déjà fait, vous ne ferez pas mieux. D'accord? Vous avez juste perdu du temps et vous cassez le dos. Donc, en informatique, c'est pareil, on réutilise les bouts de code qui existent. On peut donc utiliser un module de maths, on peut calculer un cosinus grâce à ça ou interagir par exemple avec Facebook sur un autre module. Voilà, on peut vraiment faire tout plein de choses. Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré avant parce que, comme tout, moi si vous me donnez un téléphone et si, admettons que je n'ai pas lu la notice ou que je n'ai pas la présence d'esprit de chercher à fond toutes les fonctionnalités de ce qu'il peut faire, je ne vais pas faire grand chose à part Facebook, Candy Crush et dérouler du papier toilette le plus vite possible pour gagner une coupe virtuelle. On est bien d'accord. Par contre, effectivement, un téléphone, quand on le maîtrise bien, c'est comme un ordinateur, on peut coder, on peut aussi développer des choses, etc., et vraiment le personnaliser et en faire quelque chose, d'accord? Donc c'est très important et je pense que c'est pour ça que ça n'intervient qu'en fin comme ça de cette micro-formation. Alors, on va voir tout de suite que ces modules s'appellent des bibliothèques ou bien des librairies également. Donc vous avez 3 mots pour les utiliser, ça dépend des écoles. Si certains programmeurs viennent du C ou je ne sais pas, du Visual Basic par exemple ou du Ruby, voilà, on a des termes un peu différents pour les appeler, mais dans le principe ça fonctionne toujours de la même manière. Pour ma part, moi je les appelle souvent des librairies, rarement des bibliothèques, mais plus souvent des modules quand même. Alors, donc, on va découvrir ce qu'est un module. On en a déjà parlé, mais maintenant, on va voir techniquement à quoi ça ressemble, un module. On va voir comment les appeler et tout ça. Et puis ensuite, on va créer notre propre module et on va l'utiliser. Et enfin, on va donc avoir un exercice où vous allez pouvoir coder tout simplement. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bibliothèque, ça se réalise en plusieurs étapes. D'accord? Il faut d'abord l'installer sur la machine si elle n'est pas intégrée à Python. D'accord? Et puis ensuite, de notre côté, il faut la déclarer dans le programme. C'est-à-dire que si l'étape 1 n'est pas obligatoire, par exemple tout à l'heure on parlait de la bibliothèque maths, elle est déjà intégrée en fait à notre
Python. Donc techniquement, on va juste la déclarer en disant tu m'importes maths, d'accord. Par contre, effectivement, certaines choses, par exemple, si vous voulez utiliser Facebook ou YouTube ou Twitter ou TikTok ou n'importe quoi d'autre, eh bien, vous serez peut-être obligé d'importer un programme. Ça, on va faire aussi tout à l'heure, d'accord. Donc, comment on installe, je vous le dis rapidement, mais on va faire un test tout à l'heure. Je vais vous présenter ça en grande pompe, entre guillemets. Hein. Donc, tout simplement, on va se rendre dans notre shell ici, d'accord, et on va mettre tout simplement l'information pip. Et puis après, on met install et le nom du module. Voilà. Et si on veut désinstaller, pip, uninstall et le nom du module. Et ça se désinstalle tout seul. Alors, pour ceux qui ne savent pas gérer les shells, eh bien, normalement, vous en avez un depuis le début, hein, depuis toujours, depuis que Windows existe, depuis que Mac existe. Bon, sur Linux, vous le connaissez forcément, puisque en fait, la majorité des choses se passent par ligne de commande. Hein, donc, forcément, ça, c'est quelque chose dont vous êtes habitué. Mais c'est vrai que sur Windows, la majorité des gens ne vont pas là-dessus. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et donc, ici, eh bien, en général, c'est là qu'on peut installer directement nos modules. Alors évidemment, quand on travaillera sur Python directement installé sur nos ordinateurs, je vous expliquerai comment ça fonctionne, bien sûr. En attendant, on n'en est pas là. On est toujours sur notre phase de test. Donc on fait ça et si on a besoin, on va chercher l'information et le code extérieur ici sur pyp.org. On ira faire un tour tout à l'heure dessus. Donc, vous sélectionnez le module existant et vous l'installez tout simplement et vous allez pouvoir, avant toute chose, vérifier sa compatibilité sur Linux, sur macOS ou sur Windows. Parce que c'est vrai que tous les modules ne sont pas compatibles sur les trois. Certains sont que sur 2 sur 3 ou des fois 1 sur 3 ou des fois, eh bien, ils ont été testés sur l'un et sont compatibles sur les autres mais n'ont jamais été testés, etc. etc. D'accord ? Il y a un peu de tout puisque le programmateur, eh bien, c'est un programmeur, un développeur, eh bien, tout simplement, il code son truc parce qu'il en a besoin, et puis après, il le met à disposition des gens, d'accord ? Et c'est là, effectivement, qu'on se retrouve avec d'autres gens qui vont faire des tests ou qui vont améliorer le programme, etc., 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 d'accord ? Et après l'installation du paquet, il n'y a plus qu'à déclarer notre bibliothèque dans notre programme. Allez, je propose tout simplement de faire un test pour commencer, parce que c'est ce qui me semble être le plus parlant. Donc nous, on va utiliser une librairie, un module qui existe déjà dans Python. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'importer pour pouvoir l'utiliser. D'accord ? Et pour ça, par exemple, on va faire import. D'accord ? Et on va utiliser le fameux random qui permet de générer aléatoirement quelque chose. Ça peut être des mots, des lettres de caractères, ça peut être des caractères spéciaux, ça peut être des chiffres, etc. Nous, on va se concentrer sur les chiffres tout simplement. Et avec une seule simple ligne de code, on va l'imprimer d'ailleurs. Eh bien, on va tout simplement, ici, sortir un chiffre aléatoire. D'accord ? .randy. Et ici, on va sortir un chiffre aléatoire compris, par exemple, entre 0 et 100. D'accord ? Ce qui est pas mal du tout. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, très bien. Donc, je vais commenter ça, sinon on risque d'avoir quelques soucis. Là, ça marche. Donc, on va revenir sur notre console ici et on va tout simplement lancer. Ici, j'ai 95. On recommence. Ici, j'ai 92. On recommence. Ici, j'ai 28. On recommence. Ici, j'ai 64. On recommence. Ici, j'ai 16. On recommence, etc., etc., etc. Vous voyez, donc, il me génère aléatoirement des chiffres entre 1 et 100. D'accord ? C'est tout simple. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous savez utiliser les modules, c'est pas plus compliqué que cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y a des documentations qui vont avec, d'accord ? Quand on va ici, par exemple, eh bien, il nous propose tout simplement l'integer, les séquences, les samples, etc. Il nous donne quelques informations, d'accord ? Pareil pour Randy. Ici, il me dit qu'il faut 1 et B, c'est-à-dire en gros, il faut un de début et un de fin, d'accord ? Si on ne précise pas, c'est infini. Ok ? Très bien. Bon, alors, il faut savoir autre chose. Ça, je l'ai fait de cette manière-là. Notez bien, j'importe random et j'utilise une des fonctions de random qui s'appelle randint et qui me permet donc de générer un chiffre aléatoire, d'accord ? J'aurais très bien pu faire autrement. Par exemple, on peut utiliser, vous le verrez souvent d'ailleurs, from random import randint. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, en fait, c'est de la librairie random, je n'importe que randint. C'est-à-dire que si je voulais utiliser autre chose de random, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Là, j'importe tout random, d'accord ? Donc, si admettons que j'ai 5 fonctions de random ou 17 fonctions de random, eh bien, avec ce simple code, je peux les actualiser, je peux les utiliser, d'accord ? Par contre, ici, je ne vais importer que celui-ci. Alors,
Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux importer que 1 plutôt que 50? Eh bien, si je me sers que de un seul, mon programme sera donc plus léger et plus performant que si je me sers que de 50. On est d'accord. Surtout si je ne m'en sers pas des 50, mais que je les importe quand même. D'accord? C'est le principe de votre voiture. Vous allez consommer beaucoup plus si votre voiture est sans arrêt avec un coffre chargé, par exemple avec des parpaings, que vous pensez jamais à les enlever et que vous roulez comme ça pendant 3 mois avec vos parpaings. Vous allez consommer beaucoup plus que si vous avez fait juste un point A à un point B. Ensuite, vous avez déchargé vos parpaings et puis qu'après, vous avez roulé la même quantité de kilomètres, mais sans les parpaings à l'arrière, vous allez consommer beaucoup moins. Là, c'est exactement le même principe, d'accord? Sauf que, vous voyez ici, depuis que j'ai fait ça, j'ai donc une erreur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ici, je n'ai plus besoin d'utiliser random, puisque finalement, je n'importe pas random, je n'importe que randint. Donc ici, je peux supprimer. Et donc ici, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Il est en train d'actualiser. Je pense que c'est pour ça. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est pas moi qui le fais, hein. J'ai Orange et Internet et donc parfois, et même bien souvent, ça rame un petit peu et j'en suis vraiment désolé. Alors vous pouvez faire par exemple aussi ceci. Tout simplement, sur random, j'importe tout. D'accord? Mais dans ce cas-là, finalement, il vaut mieux importer directement ceci. Et là, ça a marché de la même manière, hein. Ça n'a posé aucun problème. 45 ici, 44 là, 36 ici, d'accord? Et si je le fais ici, rand int, d'accord, ça marche pareil, hop, 29, etc. etc. Alors, c'est vrai que, en fait, faire avec l'étoile, c'est-à-dire importer tout ou mettre important DOM, finalement, il n'y a pas grande différence, hein. Ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Moi, ce que je vous conseille tout simplement, eh bien, c'est peut-être d'utiliser la bibliothèque si jamais vous voulez l'utiliser, d'accord? Vous voyez ici par exemple il me propose nativement, je peux importer donc randint, random, randrange ou tout simplement ici random, d'accord? Donc la possibilité de voir un petit peu tout ce qu'il me propose d'importer directement, et c'est vrai que les IDE comme ça nous aident en général, d'accord? Donc ici nous on va importer randint comme on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez même, et ça c'est plutôt sympa, faire as, le petit mot-clé as, d'accord, vous voyez ici il me le propose, et après je peux mettre ce que je veux, d'accord, par exemple RD, d'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien simplement je vais pouvoir plus facilement utiliser mon programme, d'accord. Pour ça il suffit simplement que je fasse RD, point, et donc ici, voilà, ça fonctionne. Ok, on va vérifier ça. Ça marche pas, c'est tout simplement à cause de ça, tout bêtement. Je vais un peu trop loin. Parfois, voilà. Donc là, ça fonctionne. En fait, à la place de mettre randint, eh bien, je mets RD. Alors, évidemment, ça peut sembler ridicule sur un mot court comme randint. D'accord? Mais il faut savoir que des fois, c'est randint-rt 96 ou 98 54 7, comme ça, et bêta, par exemple. D'accord? Si vous devez taper ça à chaque fois, d'accord, que vous allez utiliser une fonction, ça va prendre du temps. Donc il vaut mieux parfois faire un petit raccourci et là vous mettez le nom que vous voulez. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fera nous essentiellement dans nos différents programmes. C'est-à-dire que là en fait j'importe bien randint, d'accord, mais je l'apporte directement via ce petit surnom, ce petit alias que je lui donne. Ok, alors on prend du temps là jusqu'à présent, mais je pense que c'était très important. Alors on va faire un petit exercice, tiens, ça va vous dérouiller un petit peu, ça va vous faire du bien. Donc on va cacher ça. D'accord? Et on va faire le fameux jeu. Quand j'étais plus jeune, par exemple, j'avais une calculatrice graphique à partir de la 4e, je crois, ou peut-être même un petit peu plus tard, et j'avais ce qu'on appelle une Texas Instruments. À l'époque, il y avait Casio, recommandé par tous les profs et le système, hein. Et puis, il y avait juste un élève dans la classe, ou parfois par niveau, qui avait une Texas Instruments, et c'était le cauchemar des profs qui ne savaient pas l'utiliser. Moi, j'avais une Texas parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'avec une simple Casio. On était, je trouve, moins limité, les fonctions étaient plus claires, etc. Et donc, pendant les cours de maths et autres, parce que je m'ennuyais un petit peu, je réalisais des jeux. Donc, j'en ai réalisé tout un tas. Et c'était en fait naturel, hein. Je n'ai pas appris à programmer des trucs comme ça, mais très rapidement, eh bien, je ne sais pas, moi, il y avait Spider à l'époque, hein, c'était plutôt sympa. Un jeu de course de chevaux aussi, de paris en ligne, de trucs comme ça. Enfin, paris en ligne, façon de parler, mais voilà, de choses comme ça. Et puis, bien évidemment, le fameux jeu du nombre, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le jeu du nombre, c'est-à-dire qu'on va générer un nombre en aléatoire, et bien évidemment, eh bien, on va tenter de retrouver ce nombre et il va nous dire au fur et à mesure qu'on propose des nombres si c'est plus ou c'est moins. D'accord? Donc ici, on va faire le jeu du cherche-nombre. Allez, on va l'appeler comme ça.
Waouh, super. Allez, vous allez voir, ça prend quelques secondes. On commence par importer donc notre bibliothèque parce qu'on va en avoir besoin. D'accord, comme d'habitude, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va générer un chiffre aléatoire. Donc, on va tout simplement faire quelque chose de très basique. On va faire quel nombre? Voilà, ça va être notre variable. Et à partir de là, on va lui mettre un égal et on va lui mettre un... Ici, oui, directement, on va l'appeler donc random, du coup, puisque je l'ai appelé comme ça, point .randy. Hop, ici, et nos bornes, on va dire de 1 à 100. On va partir là-dessus parce que c'est qu'un tuto, mais vous pouvez mettre 10 ou 1 million si vous avez envie de galérer un petit peu. Alors ici, il va nous sortir un integer, hein, forcément, un entier naturel. Donc comme ça, on le sait et notez bien que c'est important. Ensuite, on va faire une boucle, tout simplement parce que en réalité, on va avoir besoin d'informations, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin que ça se répète tout le temps jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon nombre, d'accord? Parce que si ça s'éteint à chaque fois, on va relancer le programme, du coup il va régénérer un nombre, et à moins d'être hyper chanceux, il y a quand même assez peu de chances, donc du coup, qu'on trouve la bonne information. Alors comment on va faire? Eh bien, notre boucle, vous commencez à connaître maintenant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder la vidéo sur les boucles avec l'exercice qui va avec, et nous maintenant, on va tout simplement, nous, en tant qu'utilisateur, proposition par exemple, et donc ici on va faire un int, d'accord, input. Là aussi, si vous ne savez pas ce que je fais, eh bien je vous invite à regarder la toute première vidéo sur les variables, mais techniquement je transforme donc la proposition qu'on va me faire en integer pour que je puisse comparer après quel nombre qui est en integer et proposition qui sera donc en integer, d'accord. Et là on va faire par exemple deviner à quel nombre je pense. Allez, hop, c'est la fête. Hop, et petite proposition, comme ça, c'est toujours sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement maintenant poser des conditions. Première condition qu'on va poser, if, donc quel nombre est égal à proposition. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais les deux nombres sont égaux? Eh bien, on va print. Bravo, vous avez gagné. Un petit smiley, un petit point d'interrogation, d'exclamation, et c'est réglé. Donc, ça veut dire que s'il a le bon nombre, on va faire ça. Une dernière chose qu'il faut faire, c'est penser à mettre un break. Pourquoi? Eh bien, c'est pour casser la boucle. Là encore, je vous renvoie au cours sur les boucles, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais ça. D'accord? Mais c'est très important. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Si effectivement ce n'est pas égal, eh bien, on peut dire que quel nombre est inférieur à, comment il s'appelle, proposition. Donc, qu'est-ce qui se passe si c'est inférieur à proposition? Faire print, d'accord? Et dans ce cas-là, on va faire c'est moins. Normalement, c'est moins. C'est ça. Oh, je vérifie le sens. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. Bah, de toute façon, on l'aurait bien vu au test. Et enfin, on peut faire un else, un sinon. Et donc, print. C'est plus. Voilà. On va mettre la même façon d'écrire. Voilà. Donc là, normalement, on a notre programme et on va pouvoir clôturer le programme avec un print ici. Au revoir. Et voilà. OK. Donc on va tester notre programme, voir s'il fonctionne. J'ai une erreur. Fabuleux. Alors, quelle est-elle? Il me dit tout simplement Randint missing un requête. J'ai qu'un seul argument. Ah oui, c'est parce qu'ici j'ai mis un point au lieu d'une virgule, tout simplement. Voilà. Il faut toujours se relire. Hein. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On va tester. Donc, notre première proposition, lui, il a généré un chiffre et maintenant, il va nous demander un chiffre. Donc, je sais que c'est de 1 à 100, donc je vais viser au milieu. 50, c'est plus. Donc, on vise encore au milieu, par exemple. C'est plus. D'accord. Si je fais, par exemple, 101. Très bien. Là, il me dit c'est moins. Ça veut bien dire que c'est moins de 100, c'est bien. Donc ici, on va faire 85 par exemple. C'est plus, donc 92. C'est plus, d'accord. 98. C'est plus. Bon, 99 alors.
Bravo, j'ai gagné, magnifique. Alors ici, on a fait le C+, on a fait le C-, on a le bon chiffre qui effectivement correspond. Donc bah voilà, on a testé notre programme, ça fonctionne très bien. Si jamais vous n'avez pas la chance de tomber dessus très vite, ça peut durer longtemps, surtout si vous avez mis 1 million, je vous invite dans un premier temps pour tester votre programme ici à faire un petit print et vous faites quel nombre ? Et ainsi, vous aurez donc la bonne réponse directement au-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir tester votre programme. D'accord? Là, c'est 9, par exemple. Si je fais 8, il me dit c'est plus. Si je fais 10, il me dit c'est moins. Si je fais 9, il me dit waouh, j'ai gagné. D'accord? Mais après, pensez à l'enlever parce que sinon, c'est de la triche, comme on dit. D'accord? Et ben voilà, ça, c'était important. Et c'était donc avec une bibliothèque qui était déjà intégrée. D'accord? Des bibliothèques qui sont intégrées, il y en a d'autres. Par exemple, vous pouvez très bien, je ne sais pas moi, copier un dossier ou un fichier. D'accord? Pour cela, vous pourriez très bien faire ce qu'on appelle un shuntil. On va en parler d'ailleurs. Donc ici, copier un fichier. Ok, alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, on va faire import. D'accord? Et on va faire shutil. D'accord? Ou shutil, je ne sais pas trop comment on le prononce en anglais. Tout ce que je sais, c'est l'utiliser. C'est déjà pas mal. Donc là, une fois qu'on a ça, en fait, on dit à notre programme qu'il est capable maintenant d'interpréter les images. Alors maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est quelle est la source de notre image. Alors pour ça, le mieux quand même, ce serait d'avoir une image. Alors vous allez faire comme moi. Ici, je vous ai dit au tout début de la formation sur la version 1, quand je vous ai présenté ce petit logiciel, eh bien, que vous pouviez créer des nouveaux fichiers, créer un dossier. Et ici, vous pouvez bien sûr importer plein de choses. On va importer donc un fichier. Donc moi, je vais chercher celui-ci par exemple. Je clique et donc il va me l'importer tout simplement. Donc ici, mon fichier s'appelle ball.png. D'accord? Donc pas de souci, parfait. On va donc utiliser cela. Ok, on va créer également un dossier, d'accord, que je vais appeler img pour image. Mais vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord? Donc on est bien d'accord que ball n'est pas dans mon fichier. Il n'y a absolument rien là-dedans. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va copier notre fichier ici et on va le coller à l'intérieur. Ok? Bon, vous allez voir, c'est tout simple. On commence par définir la source. D'accord? Ça, c'est moi qui choisis ce nom, bien sûr, mais vous auriez très bien pu, vous, choisir un autre nom. Par exemple, image ou données image ou ce que vous voulez. D'accord? C'est important. Et ensuite, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est ici, on définit directement entre cotes le nom de l'image. D'accord? Moi, c'est ball.png. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci, ça veut dire que c'est sur ce fichier qu'on va travailler. Très bien. Ensuite, je vais créer une variable destination. On est en France, après tout, on peut parler en français plutôt que de parler systématiquement en anglais. D'accord? Destination. Et là, je vais lui mettre le fichier de destination, l'endroit où je veux le mettre. Donc, techniquement, moi, ce que je voudrais, c'est que, par exemple, il s'appelle ball, je sais pas, -copy, par exemple, underscore copy. D'accord? .png toujours. Très bien. Sauf que moi, je veux le mettre dans mon dossier image ici. Donc, je vais rajouter ici img et je mets ici un slash. D'accord? Donc, comme ça va vous permettre de pouvoir voir un petit peu comment ça marche. D'accord? Et donc, normalement, ici, tout devrait bien se passer. OK, très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, là, on lui a proposé en fait deux variables. La première variable, c'est la variable source, donc qui nous dit quel fichier on veut, et la variable destination, où est-ce qu'il doit aller ce fichier. Très bien. Maintenant, on va utiliser notre fameux shutil. Et pour ça, on va utiliser, je vais vous montrer, shutil, d'accord, point. Et alors ici, est-ce qu'il me propose les informations? Non, il ne me le propose pas. Ah si, ça y est. Et donc ici, il me propose plein de choses. Vous voyez, shutil est capable de faire tout ça. Donc c'est quand même impressionnant. Donc après, vous choisissez la fonction qui vous plaît. Et nous, par exemple, eh bien, ce sera copy tout simplement. Et on va copier. Qu'est-ce qu'on va copier? Eh bien, on va juste utiliser copy file. D'accord? Donc ici, on va voir si il le trouve bien. Copy file. Voilà, ici. Et ici, il nous dit tout simplement eh bien, les informations dont on va avoir besoin. D'accord? Copy file. OK. Ensuite, on met des parenthèses. Et on va entrer nos deux informations. La source, d'ailleurs, il nous le disait ici, quand on revient ici. Ici, il nous dit la source et la destination. D'accord? Et après, on peut lui passer d'autres arguments éventuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers, la source et la destination. Alors, allons-y. Notre source à nous, c'est source. Et la destination, c'est destination.
maintenant vous commencez à comprendre pourquoi je les ai nommés comme ça. C'est clair, c'est efficace pour un tuto. Je crois qu'on a tout fait. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à tenter notre programme. D'accord? Donc on va effacer ceci. On va vérifier que tout est bien caché. OK, commenté. Eh bien il n'y a plus qu'à essayer. Alors on va regarder. Pour l'instant, effectivement, zut, je reviens ici. Il n'y a rien dans Images, on est bien d'accord. Que se passe-t-il si j'appuie sur mon programme? Voilà, j'ai bien donc ball copy.png. J'aurais pu l'appeler ball tout simplement, puisque de toute façon, il n'était pas dans mon dossier d'origine, donc il ne risquait pas de rentrer en conflit avec. D'accord? Si maintenant je l'appelle copy2 par exemple, et normalement, si je réexécute mon programme, il devrait donc me copier de nouveau l'image copy2. Ici, copy2a par exemple. Allez, soyons fous. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc vous voyez, ça marche parfaitement et on retrouve donc notre image ici et c'est plutôt chouette. D'accord? Ok, donc on peut revenir sur main.py pour pouvoir réutiliser tout cela. Donc on revient ici dans notre programme, on va cacher tout ça parce qu'on n'en aura plus besoin. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je ne sais pas encore, alors on va aller voir ça tout de suite. D'accord? On va aller donc sur ce fameux site dont je vous parlais tout à l'heure, pypy.org, donc vous allez dessus et normalement vous tombez là-dessus. Alors ça, c'est l'endroit où sont rangés en fait tous les programmes Python qui sont partagés avec tout le monde pour que tout le monde puisse en bénéficier et tout le monde puisse en ajouter. D'accord? C'est une véritable communauté. Vous avez 375 000 projets, presque 376 000, d'accord? Vous avez un peu plus de 6 millions de fichiers qui sont disponibles et presque 600 000 utilisateurs. Donc vous voyez quand même qu'il y a énormément de possibilités. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de contacter les gens si jamais vous avez un petit souci ou quoi que ce soit. D'accord? Vous pouvez aussi créer vos propres programmes et les partager également. Alors, nous, là-dessus, vous allez choisir ce que vous voulez. Par exemple, admettons que vous vouliez coder quelque chose sur Facebook. D'accord? Donc, vous tapez Facebook. D'accord? Et là, vous avez une liste de tout ce qui a le mot-clé Facebook, entre guillemets. Et vous voyez, il y en a des pages, 83 pages au total, avec le nom Facebook à l'intérieur. Vous avez Django, par exemple, pour faire des applications web. Vous avez plein de trucs. Vous pouvez gérer le business directement, un bot, par exemple, un petit robot. Ou pourquoi pas, eh bien, vous pouvez gérer, je ne sais pas, ce client librairie. Vous avez un wrapper également. Voilà un scrap ici, donc, qui vous permet, par exemple, avec l'API du code, de récupérer des informations de votre site. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez ici la manière de l'installer, d'accord, sur un usage local, ou bien vous avez la possibilité de l'installer ici, comme ça, selon si vous êtes sur Python 3 mais sur Mac ou Linux ou sur Windows, etc. etc. D'accord? Si ce code-là ne marche pas, en général, c'est celui-ci, mais pour ceux qui ont Windows, en général, c'est plutôt celui-ci. D'accord? D'ailleurs, vous l'avez ici. Sur chacune des librairies qui vous est proposée, vous avez la possibilité de copier dans votre presse-papier cette information. Voilà, où vous la prenez, vous faites un CTRL-C et comme ça, vous n'aurez plus qu'à la coller directement pour l'installer. Ok, donc voilà. Et puis vous avez également ici quelques exemples de codes qui vous sont proposés, d'accord? Ici, visiblement, il y a une boucle, etc., etc. Vous avez des exemples qui vous sont effectivement proposés pour la faire fonctionner, et vous avez bien sûr la possibilité d'aller directement sur la home page ou voir, pourquoi pas, contacter directement l'auteur. Alors, ne le contactez pas en lui disant « Ouais, je comprends pas comment fonctionne ton code et tout ça », il n'est pas là pour ça, d'accord? Par contre, si vous rencontrez un bug, si vous rencontrez un souci, ou si vous l'avez testé sur une version, parce que lui vous dit par exemple, ça fonctionne sous Linux, c'est pas sous Mac ou quoi que ce soit, et vous l'avez testé sous Mac et vous l'avez corrigé, bien vous pouvez le contacter pour lui donner le code pour que lui il change son truc. D'accord? Donc vous voyez, il y a plein de trucs, plein d'informations ici et c'est plutôt agréable. D'accord? Donc voilà, nous, par exemple sur Facebook, nous qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple, tiens, si on regarde Discord. Sur Discord, c'est pareil, vous pouvez créer votre propre bot facilement, etc. etc. Vous pouvez enregistrer le son, pourquoi pas afficher des images, des vidéos, faire un bot vidéo, enfin ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez vraiment travailler avec Discord, récupérer des infos, pourquoi pas faire un logiciel qui récupérerait les infos de Discord, etc. etc. Bref, ça peut être intéressant. Vous pouvez travailler des images aussi, notamment il y a une très bonne librairie qui s'appelle Pillow, si vous préférez. Et là, vous avez plein d'informations. D'ailleurs, on pourrait peut-être travailler là-dessus, puisqu'on a travaillé
travailler sur les images, hein, ça pourrait être sympathique puisqu'on a déjà une image de charger. Alors voilà, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Nous on va choisir tiens celle-ci, la Light, d'accord, parce qu'à mon avis Light ne propose pas énormément d'informations ni de capacité, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc elle n'est pas native, très bien. Il nous dit qu'on peut ouvrir, sauver, changer donc la taille, les transformer donc, tout ce qui concerne les vignettes de fonctions, etc., etc. D'accord, il prend les JPEG, les PNG, ça tombe bien, mon image était en PNG, et les BPM. D'accord, donc c'est vraiment très light, hein, puis vous avez un petit bout de code, etc., etc. Très bien. Bon bah nous on va prendre celle-ci. Donc on va récupérer ici l'information, on va se rendre ici et on va redescendre ici, tout simplement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Première chose qu'on doit faire, maintenant qu'on a repéré notre librairie, eh bien, on va aller ici dans Shell, d'accord? Shell, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça correspond à ça, d'accord? C'est l'équivalent de ce qu'on a sur Linux, sur Mac, sur Windows, sur tout ce qu'on veut. Sauf que là, évidemment, comme on est sur une machine virtuelle, puisqu'on nous la loue, eh bien, on va directement installer là où se trouve Python, c'est évident. Donc ici, nous, on va copier l'information. Alors, je l'ai copié ou pas? Je ne sais plus. Hop, on va aller sur le shell. Donc, ici, ça marque bien module. Et ici, on va faire coller. Mais vous pouvez le taper, évidemment, parce que là, c'est facile. Mais des fois, vous avez des numéros de version derrière. Tout ça, c'est un peu plus compliqué. Une fois que vous avez tapé correctement le mot, vous appuyez sur Entrée. Et chez moi, ça va prendre un petit peu de temps. Bien évidemment, parce que j'ai une connexion Internet qui n'est pas au top. Donc là, on arrive à la fin, ça y est, successfully, donc tout va bien. Et ici, il a été bien installé. Donc maintenant, je peux effacer ça et on peut se rendre ici dans la console. Et on va pouvoir utiliser donc ce programme. Donc évidemment, on va le sortir, d'accord? Donc là, par exemple, on va faire from, d'accord? Notez qu'il faut toujours mettre en minuscule. Ensuite, vous mettez le nom de votre programme. Donc ici, pile, mais light en majuscule, d'accord, parce que c'est P-Light, d'accord. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement importer, nous, juste l'image, d'accord, parce qu'on n'a pas besoin de travailler sur le reste. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pas besoin de 2 points. Donc, ici, pas besoin d'un denté, évidemment. Hein. Peut-être qu'il va me demander pour la majuscule, je ne sais pas. On verra bien. Bon, on verra bien. Alors, ici, on va donc, pareil, chercher notre image. Alors, IMG, d'accord. Donc, j'ai vu que c'était dans la catégorie image qu'il fallait le mettre. Image, avec un A, ce sera mieux. Point. Alors, ce qu'il me propose, doc, file, etc., etc., etc. Je regarde rapidement. D'accord, ok. Donc, image.open. Ok, je suis comme vous. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Eh bien, des informations. Donc nous, on va juste mettre l'endroit, l'image qu'on veut ouvrir. D'accord, notre image à nous, ce sera ball.png ou l'image que vous avez. D'accord, comme d'habitude, on la met entre guillemets .png. Très bien. Jusqu'à là, pas de souci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, pour avoir une idée, on va imprimer la taille de l'image. D'accord, print, je ne sais pas, IM. G, d'accord, ça c'est l'image qu'on a créée nous, d'accord, et on va faire .size, ça doit fonctionner, je pense que ça fonctionne à peu près pareil partout, oui, ça existe, d'accord, donc ici il va m'imprimer la taille de l'image, bon, on peut vérifier tout de suite d'ailleurs, comment ça marche, 150 par 150, très bien, ça veut dire que mon image ici fait 150 par 150, est-ce que je peux avoir des informations? Non, et si je l'ouvre, il ne me dit rien non plus, d'accord, bon, bah c'est pas grave. On va lui faire confiance sur ce coup-là, d'accord? On dit que mon image fait 150 pixels sur 150. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement modifier l'image. Et donc, dans ce cas-là, on va la transformer un peu en vignette avec quelque chose d'un peu plus petit, d'accord? Par exemple, on va faire IMG. Donc, puisque c'est notre image, on veut la modifier. Donc, comment on pourrait la modifier? Vignette, c'est un T. Hop, ici, c'est Nile. Ok, et ensuite, eh bien, on va tout simplement lui rentrer une nouvelle valeur. Par exemple, je ne sais pas moi, on va faire quelque chose de trash pour que l'image soit bien, pas déformée, mais soit dénaturée, d'accord? Parce que ça va être tout petit, et comme ici, il ne nous l'affiche qu'en grand, bah forcément, ça va être super pixelisé. Mais on va faire, par exemple, 20 sur 20, d'accord? Donc, on passe de 150 à 20, ça va faire tout petit, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, et on va sauver cette nouvelle image.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire img.save. Voilà, parce que j'ai vu tout à l'heure dans la liste qui me proposait save. Et puis, évidemment, ici, on va proposer tout simplement l'endroit où on veut le sauver. Donc, moi, je veux le sauver ici, d'accord, dans img, et je veux l'appeler ball copy, par exemple. D'accord, donc on va vérifier ça. Ball copy, mais j'aurais pu l'appeler ball tout court. Point. Et du coup, on va lui changer de format. Je suis en PNG, je vais le transformer. Je sais qu'il prend le JPEG, hein, le JPG, voilà. Et donc comme ça, on va vraiment la transformer. On va voir si ça fonctionne. D'accord? Très bien. Alors on va rajouter une vérification, tout simplement pour vérifier que, il a bien changé la taille de l'image. D'accord? Donc ici, on va faire print. Voici la taille de la nouvelle image. Donc ici, avant de faire ça, il va donc falloir se poser une petite question. Qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer donc la taille de cette nouvelle image, sachant qu'elle n'existe pas encore? Eh bien, c'est pas grave. On va redéfinir exactement ça, sauf qu'on va aller chercher le nouveau fichier. Donc, on va faire ça, sauf qu'on va créer une nouvelle variable. Donc, on va faire 2, par exemple. Ici, image.openByle. Non, par contre, je vais copier ça. J'ai oublié de le mettre dans mon bon dossier. Ça poserait problème. Donc, on va récupérer ceci, puisque c'est comme ça que s'appelle donc notre nouvelle image. D'accord? Vous avez bien compris, hein, c'est très simple. Ici, on a une image, celle de départ, on la transforme, on la copie et on la met donc dans notre dossier IMG. Cette nouvelle image, on va l'ouvrir, d'accord, et on va demander maintenant la size, la taille, entre guillemets, ici, tac. Alors, on n'a même pas besoin de faire print comme ça, puisque j'ai déjà un print ici avec ma phrase. Voilà, alors on va tester, on va bien voir, d'accord? C'est parti, on lance notre programme. Et j'ai une erreur. Alors pourquoi? Thumbnail, 2 propositions et il y en a 3. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que en réalité, ici, il me demande un tuple. D'accord, donc ici, on va remettre et rajouter des parenthèses et ça devrait fonctionner. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, donc 150 sur 150, d'accord, il la transforme et voici la taille de la nouvelle image, 20 sur 20. Et effectivement, j'ai bien ici ballcopy.jpg. Donc il m'a à la fois bien transformé la taille et le genre de l'image. On peut vérifier d'ailleurs, ça c'est ball.png et ça c'est ball, du coup, en version JPEG, toute compressée, toute moche, mais seulement de 20 pixels, hein, donc c'est même plus petit qu'un icône, donc c'est tout à fait normal que quand on le voit de cette taille, il est cette allure. Donc tout fonctionne bien, c'est parfait. On va maintenant, si vous le voulez bien, créer un nouveau module et ce module, nous allons le créer nous-mêmes. Ah oui, parce qu'un peu de fierté, ça fait pas de mal. Allez, on y va, parce que je vois que le temps avance. Donc ici, on va mettre création d'un... Alors, à quoi ça peut servir un module perso? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui existent déjà. Eh bien, si par exemple vous êtes comptable et que vous utilisez très régulièrement les mêmes fonctions, d'accord, vous codez votre truc, mais que en fait à chaque fois dans chaque programme que vous allez réaliser, vous devez par exemple demander l'heure, etc., afficher l'heure à l'instant T où vous faites la chose, etc. Ben, vous pouvez faire en sorte que vous faites donc un petit module personnel qui va recenser toutes les fonctions que vous utilisez d'habitude, avec peut-être même à l'intérieur l'import d'autres bibliothèques extérieures, et comme ça en fait vous travaillerez toujours avec le même fichier et les mêmes fonctions, et comme ça vous allez gagner énormément de temps parce que dans vos nouveaux programmes vous n'allez plus qu'à avoir à faire tout simplement des choses nouvelles, d'accord. Tout le reste passera dans vos petits modules personnels, d'accord. Donc ça c'est plutôt pratique. Alors ici par exemple on va créer je ne sais pas moi un module, d'accord. Alors pour créer un module je vous invite tout simplement à faire quelque chose de basique. On va aller ici donc add file, d'accord, et on va l'appeler je ne sais pas moi module de moi. Module de moi, d'accord, c'est mon module, c'est module de moi, très bien. C'est du Python, donc je clique bien sur Python,
il me crée une nouvelle page ici. D'accord? Alors ici, je peux très bien importer des fonctions qui existent déjà, ou bien je peux tout simplement utiliser les miennes. D'accord? Donc c'est un choix. Donc dans un premier temps, par exemple, on pourrait se servir de l'année. On va commencer par quelque chose de très simple. On va faire une fonction. Ici, je vous invite à regarder notre vidéo sur les fonctions si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. D'accord? Donc ici, on va faire une année et on va tout simplement faire un print. Je ne sais pas, nous sommes en 2022. D'accord? Donc on pourrait avoir cette information-là. Très bien, parfait. Donc maintenant, eh bien, on peut aller de l'autre côté et on va pouvoir avoir cette information. Ou bien on peut faire un... oui, on va le faire comme ça dans un premier temps. Je m'aperçois que je ne vous ai pas montré quelque chose quand on a fait les fonctions. Donc ici, on va tout simplement importer module de mois. Donc on va faire import module de mois, écrit exactement comme vous l'avez fait. D'accord? Et ici, on va tout simplement appeler notre fonction. Donc, je ne sais plus comment je l'ai appelée du coup. Alors, on va cacher ça et module de mois ici. Elle s'appelle année. D'accord? Donc, on va aller chercher. Ici, on va faire un print, par exemple. Non, on va juste appeler année. Ici. Et on va voir ce que ça donne. Ça ne donne absolument rien. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est ça. J'en ai mis un de trop ici. Ça m'arrive souvent, hein, vous avez remarqué sûrement. Donc ici, on va le laisser gérer. Je vois qu'il me marque une erreur ici. Ah oui, c'est à cause de module de mois. D'accord. Il aurait fallu que j'écrive ici module de mois. Point. Et là, normalement, il n'y a plus d'erreur. D'accord? Donc, on va mettre un as pour gagner du temps. Par exemple, mm, module de mois. Hein, c'est beaucoup plus simple. Mais après, vous lui mettez le nom que vous souhaitez, bien évidemment. D'accord? Donc, allez, c'est parti. On regarde comment ça fonctionne. Et ici, nous sommes en 2022 directement. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on pourrait donc faire tout plein d'autres expériences. Par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, on pourrait très bien s'intéresser à donner une autre information. Ou pourquoi pas carrément ici, parce que l'année peut changer. Ou tout simplement on pourrait faire appel en disant tiens, c'est un carnet de commandes, donc on va rentrer l'année directement ici, etc. etc. D'accord? Donc au lieu de rentrer ce sera telle année, là on va peut-être passer justement par exemple 2023. D'accord? Et ici on va aller chercher l'information qui va nous donner, donc ici on va mettre année donnée par exemple. D'accord? Et ici nous sommes en... on va laisser comme ça, ici, et on va mettre donc comme ça, et on va mettre année donnée. Là, je vous invite à aller voir pour les fonctions notamment, hein, comment on gère tout ça. Et ici, pour les variables, et normalement, vous avez toutes les informations. On a déjà vu ça, évidemment. Donc maintenant, si on fait le test ici, d'accord, on teste 2023. Très bien. Ici, on va tester 2028 par exemple. Hop, on teste et ça marche parfaitement. Génial. Bon, alors maintenant on va passer à un autre module. Par exemple, on pourrait très bien, je ne sais pas moi, afficher la date et l'heure. Donc par exemple, on va faire une toute petite fonction def date heure. D'accord, ok. Alors pour ça, on va importer un module. D'accord, ce module, vous le connaissez peut-être, hein, si maintenant vous avez fouillé un petit peu en faisant une pause dans cette vidéo, eh bien c'est from datetime. Import. Nous on va importer juste datetime. Le module de datetime de datetime. D'accord? C'est pour ça, donc on peut le mettre au-dessus, comme ça vous voyez qu'on peut aussi bien dans notre propre module importer d'autres modules, comme ça on gagne du temps également. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement faire ce qu'on appelle un return datetime, d'accord? Alors c'est important de préciser quelque chose, c'est-à-dire que je ne vous ai jamais appris ça et c'est dommage, d'accord? C'est-à-dire que quand vous appelez une fonction ici, d'accord? Eh bien en fait, vous lui donnez une valeur. Ok, très bien. Là, je fais un print et donc forcément, quand j'appelle ma fonction, il me renvoie un print. Ok, mais en fait, pour avoir un retour de quand on appelle la fonction, il faut définir ce qu'on veut retourner. Par exemple, si on fait des calculs, on ne veut pas afficher tout le calcul. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le retour
du calcul, c'est-à-dire le résultat, d'accord? Pour ça, eh bien, on va utiliser return, d'accord? Return en anglais, et ça veut dire qu'en fait, quand vous allez appeler, vous allez mettre quelque chose après return, et entre-temps, vous mettez vos instructions, d'accord? Et là, vous mettez votre résultat. Et du coup, à chaque fois que vous allez appeler tout ça, il va retourner naturellement le résultat. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, ici, on pourrait très bien faire print. On n'est pas au bon endroit. Print. Alors du coup, on va utiliser directement l'information datetime. .now. D'accord? Et ici, il n'y a pas de point. Et ici, forcément, comme j'appelle une fonction extérieure, je n'en oublie pas les informations. Ok, très bien. Alors ici, on va revenir sur main.py et on va tester. Alors comment je l'ai appelé? C'est là, dateheure, hein, c'est ça? Dateheure, très bien. Ici, on va donc appeler notre information dateheure. D'accord, ça fait partie du module d'accord, et ici, pas de souci, je n'ai plus qu'à rajouter mes informations. Et là, il va me donner la bonne heure, enfin en principe, l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Voilà. Nous sommes le 16 mai 2022, il est 14h59, alors sur le serveur évidemment, parce que chez moi il est déjà 16h25, mais dans le principe ça fonctionne. Alors moi ça c'est un truc, je vais vous apprendre à le faire, hein, du coup, quand vous envoyez datetime now, d'accord, en fait il vous retourne ceci, d'accord, c'est-à-dire qu'il vous retourne la date en intégralité, et en version américaine, c'est-à-dire inversée, donc ça c'est plutôt pratique, mais vous pouvez aussi bien sûr l'inverser dans l'autre sens, il n'y a aucun souci, et vous avez bien sûr les heures, les minutes, les secondes et les autres fractions de seconde, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est un peu embêtant parce que c'est pas tout à fait lisible, c'est pas pratique pour un programme, d'accord? Donc par exemple, si on veut juste récupérer la date, dans ce cas-là, on va faire par exemple def date, d'accord? Ça va nous permettre de la récupérer très facilement. Ici, on va faire ça et on va faire donc, on va récupérer cette information comme ça, on l'aura. Et on va tout simplement modifier, d'accord, ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut ici, c'est datetime now, mais on ne veut que la date. Donc on fait point date, tout simplement, et on envoie l'information, d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit que utiliser des fonctions et utiliser des bibliothèques, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant, vous avez le bagage pour le faire, mais si je vous avais appris les bibliothèques plus tôt, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, d'accord? Maintenant, vous savez exactement comment ça fonctionne. Très bien. Alors nous, ici, on va faire mm.date, d'accord, pour appeler notre nouvelle fonction, et on va voir justement s'il nous sort bien que la date. Très bien. Donc ça, c'est parfait. On va maintenant passer à la même chose, mais pour l'heure, tout simplement. Donc on va récupérer ceci, et on va faire ça, et on va l'appeler heure. Ici, évidemment, on ne va pas mettre date, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on va bien mettre l'heure. Alors on va mettre time, du coup, puisque c'est de l'anglais. Ok. Mais si je fais ça, il va me sortir ceci, d'accord? Moi, je ne le veux pas, je veux le formater. Donc, pour cela, il y a une fonction ici. Je ne sais pas si on le voit là, ici, alors. Ici. Bon, il ne le montre pas, mais sinon, vous tapez ISO format, d'accord? Ensuite, les parenthèses. Ensuite, time. Time spec, pardon. Vous mettez un égal, et normalement, après, vous définissez ce que vous voulez voir. Donc, moi, ce que je veux voir, les heures, oui, les minutes, oui, les secondes, oui. Par contre, ce qui est après, non. Donc, la dernière chose que je veux voir, c'est bien sûr ici, les secondes. Donc, je vais taper secondes. Comme ça, il va s'arrêter en fait ici, et pas sur les millisecondes, etc., etc. D'accord? Donc, voilà, c'est la documentation tout simplement. Et ils le disent, hein, voilà les options. Vous pouvez choisir auto, donc auto par défaut, c'est tout ça. Sinon, vous pouvez choisir l'heure, les minutes, les secondes ou les millisecondes. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir jusqu'aux secondes. Donc, je vais marquer ici secondes. Attention, c'est de l'anglais. Il n'y a pas de E à la fin. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Il faut le mettre ici entre cotes, sinon ça ne marche pas. On voit bien qu'il y a une erreur. Et donc ici, elle s'appelle heure. Et on va vérifier si notre formatage a bien fonctionné. Donc, mm.heure. Tac, tout simplement. D'accord? Donc ici, on peut y aller.
et on a bien 14h29 et 16 secondes, c'est mieux formaté. D'accord? Donc vous voyez, finalement, ça marche bien, je dirais même parfaitement. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a créé notre propre fonction, nos propres fonctions, notre propre module, notre propre bibliothèque et on s'en sert, d'accord? Et dans notre propre bibliothèque, eh bien, on se sert évidemment d'une autre bibliothèque, mais ce n'est pas une obligation, d'accord? Mais ça vous permet vraiment après d'exporter ce code, par exemple, de l'utiliser dans votre programme 1 par exemple, mais après si vous avez besoin de l'utiliser dans chacun de vos programmes parce que ce sont des trucs spécifiques, comme par exemple quelque chose qui ajouterait automatiquement le nom de votre entreprise ou le nom de votre logiciel ou je ne sais pas quoi d'autre, eh bien dans ce cas-là, pas de souci, vous l'avez déjà. C'est comme si vous, je ne sais pas, vous utilisiez un logiciel que vous créez par exemple et que vous utilisez une clé de licence, eh bien votre moteur pour gérer la clé de licence, vous pouvez donc le transférer logiciel en logiciel, ce qui permettra en fait de ne pas avoir à recoder, à hacher le programme, etc., etc. Et ça va très bien fonctionner. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de plutôt pratique. Alors maintenant, devinez quoi? Bah, c'est à vous de coder. Je vous ai prévu un petit exercice si ça vous intéresse. C'est le moment ou jamais. Donc c'est très simple. En fait, on va faire un petit jeu ensemble et c'est à vous de coder donc. Et ici, on va tout simplement générer en fait des grilles de l'auto-flash. Alors, je vous montre un peu le concept. Hein. On va aller sur le site tirage-gagnant.com. Voilà, et sur l'auto-générateur de grilles. Donc, en fait, on va sur Google et on tape l'auto-flash ou flash l'auto, peu importe. Et on arrive ici sur un premier site. Ouais, il y en a d'autres évidemment, hein, mais celui-ci, moi, je l'ai trouvé intéressant. Et on va en fait s'inspirer du concept pour faire exactement la même chose. Alors nous, on n'aura pas le design, on n'aura pas le graphisme qui va aller avec, mais l'idée, ça va être de générer ce dont on a besoin. Donc on clique dessus. Ok, et là on va pouvoir tout simplement avoir tout un tas d'informations. D'accord, on voit qu'ici on peut choisir nos options, lancer le générateur et découvrir les grilles. D'accord, ici on peut donc avoir un nombre de grilles de 1 à 7, ça veut dire qu'on peut générer jusqu'à 7 grilles en même temps. Ici, on peut générer de 5 à 9 numéros. Donc chaque grille peut avoir de 5 jusqu'à 9 numéros. C'est nous qui choisissons. Si on ne veut que des grilles de 5 numéros, on clique sur 5. Si on veut que des grilles de 7 numéros, on clique sur 7, etc. etc. Et ici, nombre de numéros de chance. Je ne sais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 10. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc on va faire un test pour voir un petit peu comment il nous sort l'information. Donc on va laisser comme ça par exemple. On va mettre ici 4 et on va générer. Et d'accord, il me génère automatiquement des chiffres. Donc ici, on a bien nos numéros, d'accord? Ici, on a nos numéros chance et on a bien donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc tout va bien, son code fonctionne parfaitement. Bravo à monsieur ou à l'entreprise qui fait ça. En tout cas, voilà. Nous, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va donner le choix à l'utilisateur de pouvoir générer jusqu'à 7 grilles, de générer de 5 à 9 numéros par grille et bien sûr de générer de 1 à 10 numéros de chance et le tout avec des choix utilisateurs. D'accord? Donc ça risque d'être plutôt sympathique et bien évidemment ici, je ne sais pas pourquoi je suis revenu là. Voilà, et donc ici on va tout simplement faire ça. Attention, vous remarquerez que vous ne pouvez pas avoir deux numéros identiques dans la même grille. En effet, si vous êtes ici par exemple, vous ne pouvez pas avoir 2, 3, 2, 2, 3. D'accord? C'est pas possible. Ben non, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule boule qui va tirer au hasard. Donc, du coup, ce serait biaisé. Donc, il va falloir trouver une astuce. Et ça, c'est intéressant. D'accord? Par contre, vous pouvez très bien avoir un 2 ici et un 2 ici. Ça pose aucun problème puisque les numéros de chance n'ont rien à voir avec les autres numéros. OK? Donc, c'est pareil. Ici, vous n'avez pas le droit d'avoir deux numéros identiques. D'accord? Pas 2 ici, pas 2 ici. Par contre, 1 et 1 là, ça marche parfaitement. OK? Donc vous allez devoir faire ça et à la fin évidemment, comme d'habitude parce que maintenant vous êtes des grands et vous commencez à devenir des développeurs, vous allez devoir coder aussi et gérer les erreurs ou les exceptions, c'est au choix. Ok, ça marche? Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance, merci d'avoir suivi cette longue vidéo et bien évidemment vous allez pouvoir vous entraîner et je donne la réponse très vite évidemment dans une autre vidéo. Allez, à tout bientôt et codez bien.